Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne Musica Cordis. Le sujet dont on va parler aujourd'hui concerne la nomenclature musicale en Occident. Je sais que c'est un sujet qui a été traité pas mal de fois sur internet, et pas que d'ailleurs, même dans des bouquins vous aurez tout un tas d'ouvrages qui parlent de ça. Mais en général, je trouve que c'est un sujet qui au final est assez mal traité. Soit parce qu'il y a des amalgames qui sont faits, soit simplement par manque de clarté et de précision. D'ailleurs, je précise bien que dans cette vidéo, je vais parler de l'histoire de la nomenclature orale. Je vais pas parler des tempéraments, je vais pas parler de la notation musicale, même si c'est des sujets qui sont liés. Là, je vais vraiment rester sur l'histoire de la nomenclature musicale, en Occident. Avant de commencer, il faut que je vous arme d'un petit prérequis. Probablement que pas mal d'entre vous le savent, mais actuellement en Occident cohabitent trois nomenclatures musicales. La première est latine, on la connaît tous, c'est celle qu'on a en France actuellement, et d'ailleurs elle est utilisée pas que là, aussi en Espagne, en Italie, puis dans d'autres pays. La deuxième est anglophone, elle est composée des lettres de l'alphabet de A à G, et on la retrouve en Angleterre, aux USA, au Canada aussi je crois, etc. Et la dernière est germanique, et se permet un petit freestyle des familles concernant l'alphabet en calant un H entre le B et le C. Et on la retrouve en Allemagne, en Autriche aussi je crois, dans certains pays de l'Est, puis dans d'autres pays. Alors, je vais tenter dans cette vidéo, au-delà de raconter l'origine des trois nomenclatures, de répondre à trois questions. La première, c'est pourquoi les nomenclatures commencent par le Do ou le C, alors qu'on voit bien qu'au départ, elles avaient l'air de commencer par le La ou le A. La deuxième, c'est évidemment pourquoi cohabitent trois nomenclatures, et la troisième, ça va être d'expliquer pourquoi il y a cette espèce de mindfuck alphabétique dans la nomenclature germanique. Les premiers à avoir l'idée d'une nomenclature et dont on a une trace précise, ce sont les Grecs de l'Antiquité. Et leur idée était assez simple, c'était d'utiliser les lettres de leur alphabet pour nommer les hauteurs de leur échelle musicale. Je rentrerai pas dans les détails de leur système parce qu'il est vraiment très différent du nôtre, mais par contre c'est important de noter qu'ils ont clairement inspiré ce qui plus tard donnera notre nomenclature actuelle. Et donc le premier à s'inspirer du concept grec pour établir une nomenclature musicale en Occident sera Anicius Manlius Severinus Boëtius, alias Boès, qui fut un homme politique et philosophe italien. Ce dernier sortira un ouvrage en 510 après Jésus-Christ nommé De Institutiones Musica. Dans ce bouquin, Boès va y décrire une nomenclature basée sur les lettres de l'alphabet de A à P pour la double octave de La à La. Pour la petite histoire et la petite précision, Boès il a fait un peu plus que simplement s'inspirer de la philosophie grecque pour son ouvrage. On pourrait même dire qu'il a carrément repris tout le concept dans son ensemble pour l'adapter à son époque. La deuxième grande évolution de notre nomenclature musicale arrive au Xe siècle. À cette époque est écrit un ouvrage dont on n'est pas certain de l'identité de l'auteur, qui s'appelle le Dialogus de Musica. Alors quand je dis qu'on n'est pas certain de l'auteur, c'est pas tout à fait vrai. En vérité, le bouquin il est signé Odon, mais certains pensent que ce serait peut-être Odon de Cluny qui l'aurait écrit, ou Odon de Saint-Maur, ou peut-être même Guido d'Arezzo, dont je parlerai un peu plus tard. Mais en vrai, on n'en est pas sûr parce que c'est juste signé Odon, donc je préfère pas dire de conneries. Rappelez-vous juste de ça, il est signé Odon, c'est tout. La nomenclature tirée du Dialogus de Musica est nettement plus compliquée que celle de Boès. Elle s'appelle le système parfait et ressemble à ça. Je vais en faire une rapide description sans rentrer dans le détail. On a en premier la lettre gamma correspondant au sol qui est ajoutée et qui sera à l'origine de notre mot gamme actuel. À partir de la deuxième octave, on complète le système avec le si bémol, à qui on attribue un B rond, aussi appelé B mou, qui se dit en latin bémolis et en italien bémol, qui donnera plus tard le nom de l'altération bémol. Juste après, on ajoute le si bécard, à qui on attribue la lettre B carré, qui sera à l'origine d'ailleurs de notre bécard. Et enfin, on va étendre le système à une demi-octave supplémentaire. Dites-vous bien que tous ces changements ont été faits pour répondre à un besoin de construction musicale de l'époque. Ils n'ont pas fait ça pour le fun. Ah, et un point super important, c'est le système parfait qui va aussi amener l'idée de réutiliser les mêmes lettres indépendamment du changement d'octave. Sous-entendu, on n'est plus obligé de se payer les 15 lettres de Boès, maintenant on va en utiliser que 7. Et notez aussi que d'un point de vue formel,
l'évolution des nomenclatures anglophones et germaniques se sont plus ou moins arrêtées là. La prochaine personne dont on va parler va offrir un tournant décisif dans l'histoire de la musique, et notamment celle de la nomenclature musicale. Il s'agit de Guido d'Arezzo, ou Guy d'Arezzo, moine bénédictin italien du XIe siècle. Sa contribution à la musique va au-delà de la simple composition, mais affecte également l'ensemble de la pédagogie musicale de l'époque. Il va donc être à la base de ce qui plus tard donnera le solfège en créant la solmisation. Et un des points importants de sa méthodologie sera la mise au point d'un moyen mémotechnique pour retenir les mélodies de l'époque. Ce moyen consiste simplement à donner un nouveau nom aux notes, plus facile à apprendre et à prononcer que ce que proposait le système parfait. Pour cela, Guido d'Arezzo va utiliser les premières syllabes des vers de l'hymne à Saint Jean-Baptiste qu'on attribue à Paul Diacre. Donc, ut, ré, mi, fa, sol, la. Gardez bien à l'esprit qu'à l'origine, ce système n'est pas à proprement parler une gamme, c'est vraiment seulement un outil mémotechnique. Et dernier détail, le pape Jean XIX, que Guido d'Arezzo rencontra, ordonnera de transmettre cette pédagogie à travers toute l'Europe. La Renaissance fut vraiment une période clé dans l'histoire de la musique en Occident. Et pas que sur un aspect, non, globalement. Et notamment sur un point très important qui va directement influencer notre nomenclature, c'est à cette époque que la musique va évoluer du système modal vers le système tonal. Ça fait un peu barbare dit comme ça, mais je suis obligé d'en parler, même si j'approfondis pas, pour la simple et bonne raison que c'est la cause de tout ce qui va suivre. D'ailleurs, ça va me permettre de répondre à la première des 3 questions que j'avais posées au début, pourquoi les nomenclatures commencent par le Do ou C? Eh bien tout simplement parce que le système tonal rend l'emploi de la gamme majeure plus pertinent d'un point de vue théorique. C'est donc pour ça qu'elle s'est naturellement imposée comme gamme de référence. C'est pas super bien dit, ça mériterait de s'arrêter là-dessus parce que c'est quand même un gros morceau ça, mais en gros c'est l'idée. Pour la petite histoire, Josefo Zarlino, qui est un compositeur et surtout un très grand théoricien de la musique, va en 1571 décrire tout ça dans un ouvrage qui s'appelle Demonstrationi Armoniche. Et dans la foulée, c'est à cette époque-là que la nomenclature de Guido d'Arezzo va se figer et devenir le nom des notes que nous connaissons tous. Sauf que si vous avez bien suivi, là où on en est, elle est encore plus ou moins incomplète. On va remplacer le ut par do, probablement inspiré par la première syllabe du mot dominus, pour des raisons de praticité, de prononciation. Et honnêtement, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Mon avis, et ça tient vraiment qu'à moi, c'est que c'est vraiment un outil qui s'est développé pour sa praticité. Genre, il y en a un qui a proposé, tous les autres, ils ont fait « ouais, c'est cool ». On gardera quand même le ut pour certaines dénominations théoriques, notamment, par exemple, pour les clés ou les tonalités de morceaux. Le si est arrivé pour les raisons dites précédemment. Comme les mélodies et l'harmonie sont appréhendées de manière totalement différente par rapport au Moyen-Âge, le besoin de cette note devient suffisamment important pour qu'on décide de l'ajouter définitivement à la gamme. Je mets les guillemets parce que concrètement elle est jamais partie. Si vous voulez, c'est pas une note, ouais on la met pas. C'est juste que voilà, maintenant elle a un nom. D'ailleurs on l'attribue potentiellement à Anselme de Flandre, qui l'aurait composé des 2 premières lettres du vers Sancte Johannes de l'hymne à Saint Jean-Baptiste, soit SJ qui donnera plus tard Si. Et maintenant, si vous vous souvenez bien du début, j'ai encore 2 questions auxquelles il faut que je réponde. Alors, pourquoi cohabitent ces 3 systèmes? C'est un peu la grosse question, ce truc-là. Si vous vous souvenez bien, quand j'ai parlé de la nomenclature de Guido d'Arezzo, j'ai bien précisé que c'était au départ un outil mémotechnique pour se souvenir des mélodies via le chant. Or, les syllabes qu'il a choisies viennent d'un texte en latin, et s'adaptent assez mal à des personnes qui parlent des langues d'origine germanique, et donc manquent un peu de pertinence. De plus, il est probable que la présence de nombreux facteurs de piano en Angleterre et en Allemagne ait influencé ce choix. Pour la simple et bonne raison que les lettres alphabétiques sont plus ergonomiques et donc plus faciles à inscrire près des chevilles des instruments. Et pourquoi les Allemands se retrouvent avec une nomenclature à la con? C'est assez simple, on va remonter au système parfait. Et donc quand vous regardez le système parfait, à cause d'une erreur de retranscription qui s'est répétée, le B carré s'est gentiment transformé en H. Et c'est tout. Enfin je trouve ça ouf parce que c'est juste la grosse loose en fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors je suis vraiment désolé parce que je suis pas encore tout à fait au point sur toute la technique. J'ai tourné sur plusieurs jours, donc il y a la caméra qui a bougé, il y a la lumière qui a bougé, il y a même Tonton qui s'est permis une petite balade en début de vidéo. Mais voilà, je l'ai faite, c'est bon, la première vidéo de la chaîne, donc maintenant c'est parti, il y en aura plein d'autres. J'ai plein d'autres sujets en tête que j'ai envie de traiter. D'ailleurs, conclusion de celle-ci, j'ai abordé le sujet d'un point de vue très historique, en parlant très peu de théorie et en faisant peu d'écoute analytique, chose que j'aurais pu faire pour accompagner le propos.
Mais au final, gardez bien en tête que toutes ces évolutions théoriques ont vraiment accompagné des besoins artistiques, des besoins de répondre à une façon de composer de la part des gens de l'époque, et principalement concernant les musiques religieuses. Et sinon, pour me suivre, Facebook, Twitter, inscrivez-vous à la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, et puis merci encore de l'avoir regardée. À la prochaine.